Donc cette série de conférences débats, elle a démarré à peu près en 2017. Elle était liée à une étude INRAE-IGN dont vous avez peut-être entendu parler, qui essayait de chiffrer les contributions possibles des forêts et de la filière forêt-bois à l'atténuation du changement climatique, tout en tenant compte des besoins liés à l'adaptation à ce changement et puis de l'occurrence de crises sanitaires de grande ampleur qui pouvaient affecter ce secteur. Donc ce résultat a été livré en 2017. Vous m'aviez invité à venir parler en 2019, je crois en septembre, c'était à Nouhan-le-Fuselier, vers la Tarte Tatin, là. Et on avait déjà parlé pas mal de la ressource forestière. Est-ce que c'est possible de la mobiliser? Quels sont les points de blocage, etc. Donc après ça, j'ai poursuivi, j'ai continué un petit peu à diffuser cette étude. Et puis je m'en suis affranchi de plus en plus depuis, on va dire, l'explosion de la crise sanitaire autour de 2019, et puis après avec le Covid. Et donc c'est de ça que je vais vous parler. Donc le point de vue qui est le mien, c'est à peu près celui qui est écrit là-haut. Je vais juste commenter ces deux aspects-là. Le changement climatique, c'est un défi pour la forêt, puisqu'on demande à ce secteur de fournir beaucoup plus de produits et de services et d'aménités, en dépit de contraintes et de risques qui sont renforcés. On va en voir des illustrations. Et puis, bien entendu, comme on est dans un cadre de gestion intégrée d'un même espace, on doit apporter une réponse coordonnée vis-à-vis des différentes facettes du changement climatique, pas seulement aider à atténuer le reste de l'économie, mais aussi adapter tout en même temps et réguler les services écosystémiques. Alors, pour aborder cette question, je me place avec un point de vue un peu particulier aujourd'hui. La notion de risque, je la regarderai du point de vue des entreprises, c'est-à-dire depuis le propriétaire forestier jusqu'aux filières industrielles qui ont besoin de ces produits, et avec un point de vue également systémique, dans le sens que la nature, le fond, les arguments utilisés dans les débats publics aujourd'hui représentent des visions systémiques de ce secteur qui s'opposent assez fortement. La gestion durable, donc on en a vu la définition tout de suite avec André Jean. J'aime bien rappeler que la gestion durable des forêts s'implémente, se met en œuvre à travers des choses très concrètes comme des coupes, des travaux, la pratique de la chasse et les soins apportés à la biodiversité. Et puis enfin, sur le plan des différents leviers, je ne vais pas trop insister sur les leviers économiques, sociaux, environnementaux, mais je voudrais bien mettre l'accent un petit peu aujourd'hui sur les leviers culturels qui peuvent être sous-jacents. Y compris d'ailleurs, je mets dans la culture le champ scientifique parce qu'on se rend compte que les scientifiques eux-mêmes sont des acteurs pas neutres du tout dans la manière dont ils abordent ces questions. Alors peut-être ça remarche maintenant. Non. Ah oui, tu as débranché. Donc ces débats, je les ai conduits dans des territoires très variés. Je vous ai mis ici la carte de densité de population qui n'est pas neutre, je pense, parce que l'essentiel des ressources forestières, des acteurs concernés par leur mobilisation, exercent ou vivent, ou en tout cas tirent des revenus de ces espaces très faiblement peuplés, qui en plus ont un accès assez faible aux grands médias, aux influenceurs, à ceux qui fabriquent l'opinion. Donc je commence par une petite revue des risques que je considère sans précédent sur la période historique où il y a eu des sciences forestières, disons depuis la création des écoles en Europe. Donc le réchauffement qui est montré là juste jusqu'à 2100, donc c'est on va dire c'est l'avenir immédiat. J'aime bien le mettre en regard de la durée de vie de nos espèces principales, disons la durée de vie un peu standard, ce qui nous montre que lorsqu'on prend la décision de régénérer une parcelle en chêne, par exemple, on se place d'emblée et on place cette population d'arbres dans un avenir climatique relativement peu prévisible, mais en toute hypothèse très différent de tout ce qu'il a connu dans son histoire évolutive. Donc de ce point de vue, le recours à des espèces à plus courte durée de vie, comme les résineux à croissance rapide, est un facteur de flexibilité fondamental dans la réorientation de la ressource forestière. Le deuxième aspect de ces risques, c'est leur caractère émergent. Dans toute l'histoire de la gestion des forêts, on a dû traiter avec des risques, des crises sanitaires, etc. La caractéristique des crises actuelles, c'est leur caractère émergent,
avec des échelles de temps et des échelles d'espace tout à fait sans précédent connu. Là, on a la crise du dendroctone du pin dans le territoire nord-américain qui dure depuis 20 ans et qui a occasionné la destruction d'environ 1 milliard de mètres cubes par province canadienne. 1 milliard de mètres cubes, donc 40% de la ressource française. Un autre exemple de ce changement d'échelle, c'est l'ampleur des feux de forêt. Je pense qu'il n'y a pas besoin de trop insister. 350 000 hectares en 2017 au Portugal, c'est à peu près 10 fois nos pires années françaises. Et sans mort surtout, sans mort en 2017. On voit bien ici sur la chronique des surfaces de feu en Colombie-Britannique, un phénomène aléatoire qui devient non stationnaire. Donc jusque-là, il l'était, les maxima étaient toujours à peu près à ce niveau-là, et brutalement, la saison 2017 a occasionné un triplement par rapport à tous les précédents historiques. Je vous dis quelques mots quand même sur la ressource forestière française. Donc ce qui est le plus connu, et encore du grand public, c'est l'extension en surface qui se poursuit. Donc c'est un usage du sol qui gagne. Donc on a doublé la surface en 2 siècles. Ça, c'est une fenêtre plus récente sur l'augmentation du volume sur pied pour cette ressource. Là, on a doublé en 50 ans. Donc la dynamique est beaucoup plus rapide, ce qui veut dire que cette ressource s'accumule. Et puis enfin, un dernier indicateur, ça c'est un indice de densité relative qui varie entre 0 et 1, 1 étant le maximum permis par les conditions écologiques. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a une augmentation en tendance depuis que l'inventaire forestier existe, ce qui signifie que les forêts sont de moins en moins gérées, elles se capitalisent par insuffisance de gestion et donc par sous-exploitation. Ce mot sous-exploitation fait très souvent hurler dans les chaumières, chez les spécialistes et chez les demi-sachants, mais c'est une réalité qui est attestée par des mesures objectives. Alors, si on fait une fenêtre plus récente sur ce que rapporte le CITEPA sur nos émissions nationales de gaz à effet de serre, ce qu'on voit dans le chapitre là de l'usage des terres, c'est que la foresterie, le puits forestier est dominant et qu'il s'est fortement réduit depuis une dizaine d'années. Donc on est bien dans une crise de notre performance carbone du secteur forestier. Et c'est important d'en préciser les mécanismes. Ça, c'est comment a évolué les principales statistiques de ce qu'on appelle le bilan des flux de carbone de la forêt française depuis une dizaine d'années. Là-haut, c'est la production brute. Donc ce qu'on voit, c'est qu'elle plafonne et qu'elle est en train de se réduire légèrement depuis 2016. En rouge ici, c'est multiplié par 10 l'accroissement moyen par hectare de forêt de métropole. La forêt donc, augmente en surface, mais on voit qu'elle plafonne en volume. C'est lié à une érosion assez régulière depuis 7-8 ans de l'accroissement moyen par hectare de ces forêts. Donc là, on a bien déjà une première image de l'influence du stress hydrique sur la productivité des forêts. Dans le même temps, on a la mortalité ici qui commence à augmenter assez fortement. Il faut voir que ces calculs de l'inventaire forestier sont tamponnés sur une période de 5 ans, et même ça va jusqu'à 10 pour les mesures de mortalité et d'accroissement, ce qui fait que les phénomènes très brutaux, très violents sont écrêtés, sont tamponnés. Donc l'explosion de mortalité en portrait annuel est en fait beaucoup plus rapide. Dans le même temps, les récoltes ici en gris ont augmenté régulièrement depuis environ 2017. J'aimerais bien y voir une conséquence de l'étude qu'on avait faite avec l'IGN, mais je pense que c'est plus probablement l'explosion des dégâts sanitaires qui a amené les propriétaires à anticiper des récoltes. Et évidemment, la conséquence, c'est que le bilan des flux, c'est-à-dire ce par quoi le secteur contribue, si on peut dire, à offrir une remise par rapport à nos émissions brutes, il est en train de se casser la figure et malheureusement, on peut craindre que ça continue à se dégrader. Alors, dans les autres indicateurs, j'aime bien montrer, il y a l'importance des populations de grands ongulés dans nos forêts, ce qui fait que lorsqu'on parle aujourd'hui de planter 1 milliard d'arbres, on va devoir le faire dans des conditions très différentes de celles des années d'après-guerre avec le Fonds forestier national. Les populations ont été multipliées par 10, évidemment leur consommation aussi.
Un autre élément qu'il faut prendre en considération ici, ce sont les ventes annuelles de plants forestiers depuis 1990, un effondrement de la consommation nationale de ces plants. Là, c'est à peu près le niveau qu'on avait dans les années d'après-guerre, hein, quasiment 120 millions de plants vendus chaque année. Ce qu'on voit, c'est que le Fonds forestier national a été détruit alors que déjà une transition très forte s'était produite et que depuis, le bilan, on va dire, est contrasté. Ici, vous avez en rose le pain maritime qui a complètement changé de système de gestion après la série des deux tempêtes, Lothar Martin d'une part et Klaus, où on est passé du semis vers la plantation pour pouvoir profiter des acquis de l'amélioration génétique du pain maritime. Donc le pain maritime à lui tout seul détermine une part très importante de l'évolution. Par contre, pour toutes les autres espèces, ce qu'on voit, c'est qu'on est toujours au fond du marasme. On a un très léger frémissement sur les 2 dernières campagnes, mais on n'est pas du tout à l'ordre de grandeur qu'il faudrait pour respecter le slogan « 1 milliard d'arbres » du président Macron, et même ce qu'on peut imaginer comme besoin de plants pour pouvoir relever le défi. Là, on voit qu'on est à peu près à 60 millions de plants par an. Mon estimation, c'est que les besoins, c'est plutôt entre 100 et 200 millions qu'il faudrait être capable de planter chaque année. Voilà, donc ça, c'était pour un peu présenter le cadre. Sur l'aspect opportunité, donc je ne vais pas trop insister sur décarbonation, réindustrialisation, je vais plutôt parler aussi vite que possible de l'aspect culturel, car je crois qu'il joue un rôle très important aujourd'hui. Donc on a souvent tendance, avec un discours un petit peu d'ingénieur, d'expert, de scientifique, à mettre en avant les différentes voies de transformation de la biomasse qui pourraient représenter un grand changement. Mais dans le même temps qu'on le fait, il n'y a pas seulement des opportunités qui s'expriment, mais immédiatement ça suscite des conflits d'usage, bien sûr, mais avant même les usages, des conflits de représentation et de préconisation, on les a très très bien sentis. Dans les mois qui ont suivi la publication de l'étude INRA-IGN, on a vu apparaître complètement depuis zéro des associations qui ont eu pour objet de présenter d'autres visions de l'avenir des forêts en France, notamment l'association Canopée qui fait beaucoup de bruit dans les médias. Alors, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas seulement ce que disent les associations, on va dire l'activisme de fond de la société française, c'est de quoi les gens ont envie, c'est quoi leur désir. Et les gens, pas seulement les gens engagés, mais les gens ordinaires, quoi, disons, ceux que je rencontre, notamment dans mes conférences. Ça, j'aime bien parce que c'est une construction un peu rêvée, qui a eu énormément de succès dans un festival d'architecture en Angleterre, à Londres. Elle est construite en CLT de tulipier de Virginie. Donc là, on coche toutes les cases, en fait, une essence feuillue qui produit des performances mécaniques, esthétiques et, on va dire, de rêve qui sont performantes. C'est une essence exotique, le tulipier de Virginie. Et puis, on a le procédé CLT qui, manifestement, est bien utilisé. Alors, voilà une autre illustration que j'aime bien. C'est un système de production forestier qui, avec très peu de surface utilisée, fournit un niveau très élevé de production de biomasse. C'est la peuplerée cultivée. Alors, on est dans la vallée de la Garonne. On voit très très bien la marqueterie des classes d'âge. Donc, c'est une illustration très parlante de qu'est-ce que c'est la gestion durable des forêts. C'est un système d'affectation tournant, une mosaïque tournante qui utilise le paysage en faisant une coupe rase pour terminer un cycle et en réinitier un nouveau avec la plantation des plançons de la nouvelle génération. Et puis là, on a la ripisylve qui reste intacte le long de la rivière, ce qui prouve qu'on peut faire de la production forestière très efficace tout en continuant de bien prendre soin d'aménités comme la biodiversité très particulière de ce milieu. Et puis alors, si on se retourne là, c'est pris du même endroit, hein, on est sur le village d'Auvillard. On a ici une image que je trouve très très drôle en fait, un pont qui relie la peuplerée cultivée et puis la centrale nucléaire de Golfech. J'ai trouvé ça très très symbolique en fait, une image de la transition écologique finalement. Alors j'ai un peu triché parce que Golfech en fait est sur la même rive de la Garonne
que les peupliers. Hein. C'est juste que la Garonne, elle fait un coude là. Je vous donne les secrets de fabrique. Maintenant, je vais vous montrer quelques images que j'ai récupérées d'expositions, etc. Ça, c'est une expo à Beaubourg-Metz, pas loin d'ici, de design bio-inspiré, on va dire. C'était il y a 2 ans. Alors, il y a plein de trucs. Il y a vraiment des produits à la fois esthétiques et d'ingénierie pure. Et puis, on a assez souvent, je trouve, ces dernières années, des produits un peu hybrides dans lesquels on a un vrai travail de designer et d'ingénieur ici, mais avec une sorte de suggestion de continuité entre l'objet produit fini et puis l'être vivant dont il est issu ici. Et ça, ce n'est pas une observation isolée. Là, c'est la Galerie des Offices à Florence qui a choisi d'exposer des œuvres de Pennon il y a 3 ans, avec toute la passion qu'on lui connaît pour, on va dire, les organes des arbres, en fait, dont il arrive à tirer des choses tout à fait exceptionnelles. Et je crois que derrière le travail d'artiste comme ça, il y a vraiment quelque chose de possible en termes de communication autour de à la fois comment les arbres se développent sur le très long terme, comment ils mettent en place leurs organes, et comment néanmoins ce matériau magique peut être justement un matériau d'usage et d'ingénierie. Et ça, c'est une expo que j'ai vue l'été dernier à Vevey, ici. Ça s'appelle Gardien du silence, tout autour des forêts, des arbres, etc. Et j'ai extrait ces 2 créations assez récentes de 2 artistes suisses, dans lesquelles je trouve, on voit très très bien cette recherche d'une connexion quasiment organique, physiologique entre l'homme et l'arbre. Et je pense que ça dit quelque chose quand même de ce qui se passe en ce moment sur notre attitude vis-à-vis des forêts. Alors ça, on revient plutôt dans du vocabulaire, du langage de forestier, mais je crois que c'est important aujourd'hui, lorsqu'on représente le travail qu'on fait en forêt, d'adopter des représentations circulaires comme celle-là, et pas linéaires, parce que ça donne lieu à des représentations différentes du temps. Temps linéaire, représentation linéaire, c'est plutôt l'avance vers le progrès indéfini, inéluctable, etc. Et on sait qu'on ne va pas toujours vers du progrès inéluctable. En revanche, montrer le travail du forestier de manière circulaire comme ça permet de dire autre chose sur qu'est-ce que c'est notamment une coupe rase ou une coupe définitive de chêne. Et en quoi c'est différent de la transformation d'une forêt tropicale à Sumatra en plantation de palmiers à huile, par exemple. Alors maintenant, je vous montre quelques images de la crise en cours, la crise sanitaire, et quelques leçons qu'on peut en tirer du point de vue de la gestion des forêts. Alors ça, c'est on va dire le premier acte de la crise sanitaire, c'est les scolytes sur l'épicéa commun. Ici, vous avez une grande coupe de plusieurs dizaines d'hectares au Mont-Beuvray, dans le Morvan, épicéa intégralement scolyté. Alors j'ai choisi ici un cadrage assez large qui nous permet de voir d'une part qu'il y a d'autres espèces qui tiennent le coup sur ce site-là. Il y a du Douglas ici, il y a du sapin de ce côté-là, et puis on voit toute la marqueterie des écosystèmes morvandus autour, ce qui veut dire qu'on a une crise sérieuse, hein. Il n'y a pas que l'épicéa dans le Morvan qui souffre, il y a aussi le hêtre et un peu les vieux sapins. Mais il y a aussi de la ressource autour. On n'est pas immédiatement par terre, donc on peut s'occuper en priorité de renouveler cette espèce-là. Et en tout cas, ce qu'on voit aussi avec cet exemple, c'est qu'il sera difficile de faire ça partout sous la forme d'un renouvellement diffus par petites trouées, comme certains acteurs dans la scène française le rêvent et le promeuvent. Un deuxième aspect ici de la crise, c'est quasiment 2019, hein, c'est la généralisation des dégâts sanitaires sur le hêtre, sur d'autres feuillus, le sapin, le pin sylvestre. Ici, vous avez une image d'une forêt de Picardie, Ermedonville, dans laquelle on voit qu'on a des gros problèmes qui émergent sur le hêtre, et ce qui n'empêche pas qu'on est en dessous de la régénération de hêtre ou de pin sylvestre. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas parce que vous avez la régénération naturelle en place, en cours, d'une espèce qu'elle a sur cette station un avenir écologique à long terme avec le climat qu'on va connaître.
Et donc ça lance un deuxième défi pour les forestiers français qui ont une forte préférence pour la régénération naturelle. Elle n'est plus le marqueur d'une bonne adaptation aux conditions climatiques futures. Troisième illustration, ici à Fontainebleau, on a un tandem pin maritime, pin sylvestre sur la même station. Ça a été planté probablement en même temps sur des sols très mauvais, donc il n'y a rien à manger, rien à boire, c'est du sable et des blocs de grès. Il se trouve que ces parcelles n'ont pas d'objectif de production, c'est une réserve biologique, hein. Mais néanmoins ça parle quand même. Ça veut dire, on voit ici très nettement la différence de performance entre les deux pins. Celui-ci transporté depuis le sud-ouest, on peut dire, ou en tout cas la façade atlantique, et le pin sylvestre qui est plutôt un boréal, hein, qui est en limite sud en France. Donc ça veut dire que des transferts de population d'arbres seront nécessaires à longue distance, assistés par l'homme. Donc la nature va probablement pas pouvoir faire le travail tout seul. Une autre illustration, cette fois sur des couverts très complexes. Ici, on est dans la Haute-Marne avec quelque chose qui est un peu proche du taillis sous-futet. On a un mélange de hêtre, de chêne et de charme. Et on voit du dépérissement sélectif du hêtre, y compris des arbres dominants. Donc, ce n'est pas une question de compétition. Et ça nous permet de tempérer un peu la confiance excessive que certains peuvent avoir dans ce qu'on appelle la foresterie proche de la nature. Elle n'est pas par définition plus résiliente qu'une autre. Ce qui compte vraiment, c'est les exigences de chaque espèce vis-à-vis notamment de la sécheresse. Si on parle de mélange, là je vous ai montré, on parle beaucoup de mélange, il y a beaucoup de gens qui espèrent dans le fait de mélanger les espèces pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Moi, j'incite un peu à la prudence quand même sur cette option-là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'essayer, mais ici, on a une illustration de la calarose du frêne, donc qui est provoquée par un champignon qui se propage à vitesse très rapide. En 3 ans, il a envahi le nord de la France. On voit bien que forêt mélangée ou pas, et le frêne apprécie les deux, ça n'a pas freiné la propagation. On a aussi des indications que le mélange n'a pas d'intérêt vis-à-vis des dégâts de tempête, et dans certains cas même qui peut augmenter la consommation d'eau si on adjoint à une espèce donnée une autre espèce qui est plus gaspilleuse d'eau par exemple. Donc soyons un peu, disons le mélange, il a des vertus bien documentées, notamment vis-à-vis des dégâts d'insectes ravageurs monophages, hein. Mais il ne dispense pas les forestiers de bien réfléchir aux exigences écologiques et climatiques de leurs espèces lors de la constitution de ces mélanges. Là, on a un mélange Douglas-hêtre, hein, où c'est le hêtre, ici, localement, qui y va très très mal. Et puis enfin, cette dernière image-là, qui est issue d'un taillis sous-futet de la côte bourguignonne, donc des sols très fins, mauvaise alimentation en eau, où on voit que même les feuillus, on va dire, emblématiques de ces taillis sous-futet sont en souffrance. Ce qui veut dire que d'une part, il faut être très attentif à la qualité des sols forestiers, notamment dans les opérations de récolte. Et deuxièmement, qu'il faut envisager d'aller chercher dans un pool d'espèces extra-régionales pour le renouvellement des forêts. Et ça, je peux vous dire, c'est pas commode, hein. En Bourgogne, par exemple, il faudrait pouvoir planter du cèdre de l'Atlas, par exemple, ou des trucs comme ça sur certaines stations. Et ça rencontre des résistances très très fortes, pas seulement dans le milieu associatif, mais y compris dans les services de l'État qui, dans certains cas, mettent des barrières fortes. Alors, quelques leviers d'action, cette fois, plutôt sous l'angle des pratiques de gestion qui permettent à la fois d'alimenter l'économie, mais aussi de réussir l'adaptation et la prévention des crises. Alors, un premier message important, c'est accélérer le renouvellement. C'est quelque chose que certains disent depuis, on va dire, une vingtaine d'années, depuis la période des pluies acides, hein, qui n'a pas vraiment été mise en œuvre. Beaucoup de forestiers ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour ne pas appliquer cette consigne de raccourcir les cycles, avec des tas de raisons. Aujourd'hui, je crois que ça devient une consigne très importante pour toutes ces raisons-là, donc réduire la sensibilité, notamment vis-à-vis de la sécheresse et des tempêtes, sécuriser l'actif carbone forestier,
on a un actif en forêt, on a intérêt à exploiter son rendement au mieux et ne pas laisser exposer une quantité de carbone trop élevée en in situ parce qu'elle est exposée aux aléas. La régulation des services écosystémiques, c'est aussi un aspect important. Beaucoup de gens croient qu'il suffit d'avoir de la forêt, donc de la biodiversité, et donc des services écosystémiques. En fait, ces services, ils sont liés bien sûr à la biodiversité, mais surtout, mais en grande partie aussi au bon état de santé de l'écosystème en question, notamment la valeur paysagère, la valeur récréative des forêts serait probablement très affectée si on avait une multiplication, une accumulation de dégâts. On peut le voir déjà dans les forêts domaniales, par exemple. Accélérer le brassage génétique, ça veut dire à chaque fois qu'on renouvelle une parcelle de chêne, de sapin, de Douglas même, on matérialise des flux de gènes et donc on a intérêt à accélérer ce mécanisme. Et puis, bien entendu, faire évoluer le pool d'espèces, de populations et de variétés, puisque c'est au moment du renouvellement qu'on va essayer autre chose. Et on va voir les options qu'il y a sur ce plan. Un autre argument pour accélérer le renouvellement, c'est le fait qu'on est capable de conserver le carbone forestier sur des durées très très longues, on le sait. Si ça n'a pas toujours été le cas, ce n'est pas uniquement le fait des incendies ou des risques, etc. C'est aussi des choix architecturaux, esthétiques, voire des projections symboliques aussi. La maison des petits cochons qui est en bois et qu'on ne préfère pas par rapport à une maison solide en pierre. Mais très clairement aujourd'hui, dans le contexte actuel, il faut vraiment réfléchir à l'arbitrage qu'on fait entre combien de temps on laisse la biomasse pousser en forêt et combien de temps on essaye de la conserver dans la sphère économique avec des procédures de protection spécifiques. Sur la question de laisser faire la nature toute seule, l'adaptation, j'aime bien prendre cette illustration ici. Alors, c'est peut-être pas évident pour vous. C'est un essai d'éclaircie en Normandie, dans une forêt de chênes. Et là, c'est une modalité, on n'a fait aucune éclaircie depuis 1956. Et donc, tout ce que vous voyez quasiment ici, c'est du hêtre. Il y a quelques chênes qui restent ici, mais en l'espace de 70 ans, cette chêne a été complètement envahie, subvertie par le hêtre, qui a un gros potentiel en Normandie, qui pousse plus vite, qui est plus compétitif, et qui est capable d'exclure compétitivement une autre espèce qui pourtant a de meilleures propriétés d'adaptation vis-à-vis du risque sécheresse. Donc pour l'avenir, ne rien avoir fait dans un écosystème comme ça, c'est avoir dégradé ses capacités adaptatives sans aucune contestation. Et donc ce que montre un exemple comme ça, c'est qu'on va avoir besoin d'une sylviculture beaucoup plus riche en connaissances, de façon à éviter des impasses sylvicoles et écologiques comme celle-ci. Certains scientifiques européens considèrent la libre évolution comme un fardeau climatique majeur, sachant que, et je le dis, parce que la libre évolution, ça semble être aujourd'hui un petit peu la mode intellectuelle en vogue à Bruxelles, à la Commission, dans tous les lobbies qui gravitent autour, en tout cas un certain nombre de ces lobbies. Et personnellement, je considère que c'est un grand risque, pas seulement intellectuel pour l'esprit, mais aussi tout simplement pour la viabilité de ce qu'on fait en ce moment. Alors, en ce qui concerne la façon de renouveler les forêts, là, je prends un des modèles emblématiques des forêts françaises, c'est la futaie de chêne, mais on peut décliner ça pour d'autres espèces. Alors, on va dire la pratique standard, c'est la régénération naturelle avec la population locale in situ, mais on a plein d'autres options qui peuvent être utilisées même conjointement dans les mêmes massifs. On peut faire des révolutions très courtes sur une partie de la forêt pour faire tourner plus vite le moteur de l'adaptation génétique. On peut favoriser les flux de gènes en introduisant soit des populations plus adaptées à la sécheresse de la même espèce, soit des espèces cousines qui sont capables de s'hybrider avec l'espèce en place. Donc là, on va fabriquer des hybrides. Et puis, bien sûr, on peut déplacer vers des nouvelles situations des espèces acclimatées, dont on connaît déjà les performances en Europe, comme le Douglas, le cèdre de l'Atlas ou les sapins méditerranéens, par exemple. Et puis, on peut introduire de nouvelles espèces exotiques. Il n'y a aucune raison aujourd'hui, écologique en particulier, contrairement à ce que dit la Société botanique de France, de se priver de la perspective d'acclimatation de nouvelles espèces. Et je rappelle à ce point, et je ne suis pas le seul, il y a des prestigieux généticiens qui le disent aussi, que si on n'avait pas acclimaté en Europe
la tomate, la pomme de terre et l'aubergine, eh bien aujourd'hui, on aurait une cuisine européenne un peu plus pauvre que celle qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est un autre exemple de diversification qui a été beaucoup pratiqué par les forestiers. C'est ce qu'on appelait des relais de production. Donc, quand on a un petit trou attendu, on va planter un petit carré de résineux dans une forêt de feuillus. Ou alors, si on a raté la régénération d'une parcelle, on va compléter là où c'est vide par un petit carré de Douglas. Ça s'est beaucoup fait. Et je crois que c'est une pratique à encourager. Notamment, on a des massifs feuillus qui sont très, très homogènes en feuillus. On n'a que des avantages à les diversifier avec d'autres espèces, feuillues ou résineuses. Et ça, pour trouver des idées, on a déjà des ressources. Pas complètement adapté à la problématique actuelle du changement climatique, mais il y a des arboretums qui ont été créés par les chercheurs notamment. Celui-ci, vous voyez, il n'est pas vieux, il avait 42 ans en 2018, et on avait déjà des arbres de taille tout à fait conséquente par rapport aux usages qu'on en veut aujourd'hui. C'est dans les boucles de la Seine à côté de Rouen. Il y en a des plus anciens qui sont intéressants aussi, ça c'est Royat à côté de Clermont-Ferrand. Là, c'est le petit carré de Douglas. Bon, il y a des populations de pins sylvestres. Il y a toutes sortes de résineux qui sont très intéressants à regarder aujourd'hui, du point de vue de la performance, du point de vue de la résistance à la sécheresse, et surtout aussi du point de vue de à quel point la biodiversité native auvergnate, on va dire, a réenvahi ces placeaux d'espèces introduites, ce qui montre qu'on peut réussir sans trop de difficultés, en tout cas si on laisse vieillir suffisamment longtemps, une association entre de nouvelles essences et le fond floristique local, tel qu'il sera capable de résister aux nouvelles conditions. Donc là, on voit qu'une introduction ne conduit pas à un appauvrissement de la diversité dendrologique, mais plutôt à un accroissement. Et puis enfin, il y a le levier strictement d'amélioration génétique des arbres forestiers. Là, vous avez un exemple d'une plantation de peupliers cultivés et à côté, un mélange de chênes pédonculés et de frênes, tous les deux parfaitement adaptés à la station. Ils ont le même âge, ils ont 6 ans. Donc là, ça montre qu'on a des leviers dans l'amélioration génétique. Alors, c'est à utiliser avec certaines précautions, bien sûr, puisque là, on a une culture monoclonale, hein, bien sûr. Mais on a des façons intelligentes d'installer dans les paysages des sélections comme celle-ci, notamment sous la forme de damiers, afin d'éviter de planter le même clone de peuplier le long de toutes les rivières françaises, par exemple. À un moment donné, ça s'est déjà fait dans le passé. Donc il y a des techniques de précaution qui existent. Mais en tout cas, un élément très important par rapport à tout ce qu'on a dit, et notamment ce qu'a dit André Jean tout à l'heure, sur il va manquer de la biomasse, c'est que désormais la productivité par hectare n'est plus un objectif secondaire, ce que beaucoup de sachants ont dit pendant une trentaine d'années, y compris à l'école forestière de Nancy. Je les ai bien connus, j'ai travaillé là-bas jusqu'en 2008. Donc non, c'est plus secondaire aujourd'hui. On a besoin des mètres cubes, pas seulement d'arbres individuels de qualité. Et donc pour les créer, on aura besoin aussi, bien sûr, de monter en gamme dans la production des pépinières. Ça, c'est une du sud-ouest. Les choses qui vont être importantes, c'est être capable de produire le flux de plants forestiers chaque année, et surtout avec une offre performante, à la fois en termes usage de cette nouvelle ressource, et puis de performance climatique, bien entendu. Mais l'exemple de Forélite montre que c'est faisable en quelques années de créer des structures de production de plants forestiers dont l'ordre de grandeur ici, je crois que c'était 20 millions de plants par an, hein, la capacité de cette pépinière. Donc, par rapport aux ordres de grandeur qu'on disait, on voit que c'est possible. Mais il faudrait être capable de répliquer un certain nombre de fois en France les méthodes de cette pépinière. Voilà, donc en conclusion, moi, j'ai envie de dire, par rapport aux enjeux actuels, hein, l'ensemble des enjeux, c'est-à-dire à la fois fournir la biomasse, anticiper les crises et adapter en continu de façon proactive la composition des forêts, je pense que sans aucune hésitation, il faut gérer activement cette ressource et surtout pas la laisser en libre évolution. Et ça suppose de planter massivement, ça fait partie de ce paysage, parce que les conditions climatiques et écologiques futures
très probablement ne laisseront pas le temps aux populations natives in situ de se sélectionner toutes seules. Alors pour ça, il y a des pistes dans le plan recherche-innovation forêt-bois, je n'insiste pas dessus. Ça conduit à réviser les priorités en termes de biodiversité. Il y a beaucoup de gens pour qui aujourd'hui la biodiversité forestière, c'est la naturalité, c'est-à-dire on ne touche plus à rien. Éventuellement on chasse, mais enfin... Et la biodiversité forestière, c'est autre chose que la naturalité. Elle en fait partie, bien sûr, mais il y a des tas d'autres volets. Notamment, il y a l'équilibre forêt-gibier. Les grands ongulés, c'est une composante de la biodiversité forestière qui aujourd'hui est en déséquilibre écologique total avec la végétation et joue un rôle majeur, non seulement de consommation, mais surtout de tri très sélectif des espèces qui vont être autorisées à émerger. Ce n'est pas celles qui sont souhaitées pour améliorer la viabilité du système, c'est celles que le gibier consomme en dernier quand il n'y a vraiment plus rien d'autre à bouffer. Et les deux ne sont pas forcément compatibles et très souvent même sont totalement contradictoires. Le hêtre, c'est ce qui bouffe en dernier et c'est souvent ce qu'on veut garder en essence d'accompagnement dans un grand nombre de stations en France. Bon, je ne détaille pas tout le reste, hein. On en a un peu parlé, mais ça suppose notamment sur le plan strict de conservation d'habitat, par exemple, d'avoir une action beaucoup plus ciblée, plus efficace et climatiquement intelligente, ce qui peut conduire, par exemple, à réviser la directive européenne Habitat dans un sens de conformité avec les risques climatiques. Enfin, un dernier aspect, c'est les plantations, on voit bien, de mon point de vue, doivent jouer un rôle fondamental dans le travail à faire. Ça suppose des tas de choses qui ne sont pas forcément réunies aujourd'hui. D'abord, offrir des MFR, donc les matériels forestiers de reproduction, qui sont appropriés au nouveau contexte. Donc ça, c'est un petit peu la responsabilité à la fois de la recherche, du développement et des pépinières. C'est important aussi d'avoir des schémas de financement pérennes pour appuyer la décision de renouvellement avec ce nouveau matériel. Oups. Alors, on va peut-être avoir le même problème. Non, c'est bon. Il y a un aspect accepter la diversité des arbres aussi. Ça, c'est pas forcément facile, à la fois dans l'aménagement forestier et dans les industries. On a connu des monocultures épicéa, des monocultures Douglas aujourd'hui. Donc, ça va devenir important d'être capable d'utiliser une diversité d'espèces forestières pour leurs différentes propriétés, de façon un peu plus interchangeable, voire synergique même, hein, il y a des cas. Et puis, le dernier aspect ici, rendre désirables ces nouvelles plantations. C'est pour ça que je vous ai fait le petit parcours sur, on va dire, l'expression des artistes et des créateurs, des designers sur le bois et les arbres. Je crois que ça va être un levier très important. Aujourd'hui, les artistes ont le cœur à gauche et ils ont tendance à être plutôt solidaires, on va dire, des combats comme ceux de Canopée, des naturalistes, on peut dire. Cela dit, je pense que ce n'est pas forcément une fatalité. Il y a beaucoup d'artistes qui s'intéressent aussi à l'usage du bois dans l'habitat, dans la construction, dans le développement de nouveaux objets, de nouvelles manières d'habiter. Et je pense que c'est un levier qui peut également être en appui par rapport à une gestion active des forêts. Voilà, je vous remercie pour vos attentions. On a 5-10 minutes de questions avant la pause. On ne va pas trop déborder sur la pause parce qu'on a pas mal de choses à faire pendant la pause. Voilà. Jean-Paul ? Oui, merci pour votre présentation. Alors, un certain nombre d'orateurs et vous-même, vous avez parlé des problèmes de santé, entre guillemets, des arbres, mais personne ne nous a parlé des chenilles processionnelles. Alors, parce qu'on se rend compte quand même dans certaines zones que ça fait des sacrés dégâts dans les résineux. Et puis, une deuxième petite question qui est presque d'ordre administratif, parce que je voudrais en avoir le cœur net. Il y a un autre parasite qu'on voit sur un certain nombre d'arbres, c'est pas la même proportion, c'est le gui. Et il me semblait savoir qu'il y avait une réglementation qui obligeait les propriétaires d'arbres à éradiquer... À purger les guittés. Je sais, sur le gui, je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas. Tu sais peut-être, André-Jean? Non. Sur les chenilles. Oui, ou Thomas. Sur le gui, oui, qui n'est pas, à proprement parler, un parasite. Oui, ça, je pense qu'on pourrait nous expliquer plus avant, puisqu'il
qu'il a sa propre assimilation chlorophyllienne. Alors effectivement, il y a des arrêtés préfectoraux qui ne sont absolument pas suivis d'effet, très anciens, qui ne sont pas suivis d'effet. Ils existent toujours. Oui, apparemment, ils n'ont pas été abrogés, mais ils sont d'abord irréguliers parce que c'est des arrêtés préfectoraux départementaux. Et puis deuxièmement, il n'y a aucune mise en œuvre. Les chenilles. Ouais, les chenilles, je ne sais pas trop te dire. Disons, ça fait partie du panorama sanitaire un peu désagréable. Disons que quand je montre des chiffres sur l'arbitrage feuillus résineux, par exemple, c'est en tenant compte des risques actuels connus, disons. Hein. Et donc, dans ce contexte-là, le bilan, pour l'instant, encourage vraiment à augmenter la ressource résineuse dans notre pays. Elle est insuffisante, elle est très, très, très mal renouvelée en ce moment. Donc, on sait qu'il y a des risques sanitaires particuliers pour chaque catégorie d'arbres qu'on peut vouloir planter, quoi. Mais je crois qu'il faut vraiment insister aujourd'hui sur le renouvellement résineux, hein, c'est vraiment important. Sur les chenilles, il y a longtemps qu'il y a des traitements qui sont effectués de façon collective par épandage aérien de Bacillus thuringiensis qui ne suppriment pas mais qui contiennent le développement des chenilles processionnaires en même temps qu'un certain nombre d'autres insectes, mais voilà. Autre question ? Georges ? Vous avez parlé à un moment de modification génétique des arbres. Est-ce que vous pouvez préciser qu'est-ce que ça recouvre ? Alors, je ne crois pas que j'ai utilisé le mot modification génétique. Je vous ai montré un clone, par contre. Je vous ai montré un clone de peuplier. Donc là, c'est bien une sélection, on va dire, classique, mais dont le produit est qu'on va planter non pas une population d'arbres qui a de la diversité génétique, comme c'est le cas pour quasiment tous les renouvellements, mais dans ce cas spécifique, on va planter un clone, c'est-à-dire que tous les individus que vous voyez sur la parcelle sont génétiquement similaires. Mais ça n'est pas nécessairement une modification au sens strict de transformation du génome. C'est fait de manière classique par la sélection. Et là, en l'occurrence, à partir de lignées hybrides. Hein. Donc on prend deux lignées de peupliers, un Y chez nous et puis un américain, par exemple, et on considère dans les hybrides des individus particuliers à haute performance qu'on va ensuite reproduire de façon végétative. Et donc, c'est les boutures qu'on va planter, quoi. Donc, dans ces cas-là, on a diversité génétique zéro dans la parcelle, et en échange, on a un niveau de performance exceptionnel. Donc, toute la question, c'est comment on arbitre entre la performance et le risque très fort, évidemment lié à l'absence de variabilité génétique. Alors, il y a eu des périodes où 90%, il me semble, de la peuplerée française était plantée avec le même clone. Donc là, on comprend très très bien l'explosion sanitaire qui devait arriver un jour ou l'autre, quoi. Bon. Alors aujourd'hui, il y a un GIS peuplier dont la mission est de produire des nouveaux clones adaptés aux nouvelles conditions d'usage, de climat et de cibles foncières éventuellement. Et on a déjà au catalogue un certain éventail de clones disponibles. Donc ce qu'on peut imaginer, c'est ne pas faire haro sur une ressource comme la populiculture, mais peut-être imaginer des manières plus nuancées de la mettre en œuvre, sous la forme de marqueterie clonale, par exemple. On peut imaginer des trucs intelligents comme ça, quoi. Et quid, alors, effectivement, de manipulation génétique sur les arbres ? Alors, il y a des pays qui le font sans vergogne, hein. La Nouvelle-Zélande, je crois. Bon, c'est quelque chose qui est chez nous complètement tabou, pour des raisons que personnellement je trouve assez mal établies, même au stade de la recherche d'ailleurs. Hein, mes collègues d'Orléans qui travaillaient sur la transgenèse du peuplier, on leur a interdit de continuer à travailler là-dessus. Ce qui montre le degré de contamination du milieu scientifique par les querelles religieuses de la société européenne en général. Bien sûr, mes collègues s'en désolent, on peut les comprendre, mais je crois que c'est plus grave que ça, en fait. Même moi qui n'ai jamais travaillé sur des arbres transgéniques, je considère qu'aujourd'hui, la pensée scientifique est stérilisée par des querelles religieuses dans la société, quoi.
C'est pas des querelles religieuses, c'est des querelles idéologiques essentiellement portées par les écolos. Oui, enfin, je pense, oui, je pense qu'on parle de la même chose. C'est Claire, tu avais une question? Merci pour votre exposé, que j'ai beaucoup apprécié. Comment vous expliquez l'effondrement du fonds forestier depuis 30 ans? Alors, le fonds forestier, en fait, sa clôture a acté un effondrement qui préexistait, on l'a vu. Hein. Je pense que, d'après ce qu'on m'a dit, moi j'étais jeune à l'époque, j'avais que 4 ans de métier, hein, quand ça a commencé à dégringoler. On m'a dit qu'il y avait eu des désaccords, des bisbilles entre les acteurs eux-mêmes de la filière forestière, ce qui a réduit la bonne volonté, notamment des industriels, à contribuer à l'alimentation de ce truc. Je pense qu'il y a eu aussi des facteurs, des changements culturels dans la profession forestière elle-même, qui ont fait que le geste de planter devenait moins désirable, justement. On a cette tradition en France de la régénération naturelle, déjà, qui est très très forte. C'est ça qu'on apprend à l'école. Hein. Moi, je me rappelle, on avait un exercice reboisement. Bon, c'était un exercice. Donc on allait toute la promo regarder, et puis ensuite on faisait un petit projet, souvent pour des forêts communales qui voulaient améliorer leur forêt, avec un petit projet de plantation. Mais en fait, le prestige, le PEPS, et le désir, en fait, ils étaient entretenus par nos profs pour la régénération naturelle. On nous faisait des tournées dans la chaînée triomphante de la vallée de la Loire, dans la hêtraie normande ou lorraine, la sapinière vosgienne. Bon, à chaque fois, on a des formations issues de régénération naturelle avec un savoir-faire français très, très reconnu, par opposition à l'école allemande. Donc on avait l'alternance France-Allemagne, l'Allemagne qui faisait beaucoup de futaies régulières aussi, comme nous, mais à partir de la plantation, ou les Scandinaves qui utilisaient beaucoup aussi la plantation. Donc je dirais qu'il y a probablement des facteurs culturels longs dans la profession forestière qui ont un petit peu contribué à saper l'intérêt pour cette pratique à la fin des années 80, plus l'émergence du mouvement à l'époque qui est ProSilva, qui a émergé à cette période-là, qui fonctionnait exclusivement avec la régénération naturelle et qui d'ailleurs se perpétue aujourd'hui dans le mouvement Canopée. Hein, il y a une filiation très forte. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en gros, quand vous lisez certains auteurs dans la presse, il n'y a plus qu'une seule sylviculture possible en France, c'est ProSilva, quoi. Hein. Ça manque pas de sel par rapport à ce que je viens de montrer, je crois. Donc je crois qu'il y a tous ces éléments qui se sont combinés, probablement des désaccords dans la filière, un manque de désir pour la plantation en tant que système, des variables culturelles longues, hein, et puis des actions successives on va dire, de lobbying interne, quoi. Il y a eu aussi, à l'échelle européenne, une condamnation en quelque sorte de ce qui en France s'appelait les contributions volontaires obligatoires, voilà l'oxymore, dont le Fonds forestier national était bénéficiaire, c'est-à-dire en gros des systèmes où, au sein d'une filière, un certain nombre d'acteurs se mettaient d'accord pour dire oui, il faut financer des choses qui sont d'intérêt commun, et on est d'accord pour qu'il y ait un système de cotisation qui soit rendu obligatoire par la puissance publique. Et ça a été dénoncé à l'échelle de Bruxelles comme des aides d'État, et il y a celle-là qui a été érodée, enfin supprimée comme ça, mais il y en a d'autres aussi à l'échelle européenne. Bon, cela dit, pendant la même période, les Suédois ont gardé un système de production massivement basé sur la plantation, et qui fonctionne. Et on a des compétences Alors, on est en train de les reconstituer, disons. Il y a une petite équipe qui s'est créée à l'INRA de Champenoux, pas loin d'ici, pour appuyer le secteur forestier dans le renouvellement des peuplements, et donc notamment, pas uniquement, mais notamment sur la plantation. Chez les opérateurs, il y a des compétences, dans les coopératives forestières par exemple, il y en a qui sont très pointus sur la réussite des plantations. En environnement très contraignant comme on a aujourd'hui, hein, on a des saisons entières qui sont pourries complètement, donc parfois c'est une parcelle qu'il faut refaire complètement. L'ONF aussi est en train de reconstituer une compétence plantation, mais je pense qu'on n'est pas au bout du chemin parce que on bute sur plein de petits problèmes écologiques qui prennent une nouvelle dimension. Par exemple, les hannetons
en Picardie, Normandie. On a des densités de larves de hannetons complètement démentes dans les sols et qui sont capables de ruiner complètement une plantation. Donc, c'est un problème qu'il faut à nouveau résoudre et qui n'a pas le même retentissement lorsque vous plantez une espèce avec objectif climatique important que si vous faites de la régénération naturelle, en fait. Parce que si vous faites de la régénération naturelle, vous dites « je reproduis mon écosystème avec ses hêtres, ses chênes et ses hannetons ». Par contre, si vous plantez du chêne du sud de la France qui va être plus résistant à Compiègne, à machin truc, là vous y tenez à celui-là, vous n'avez pas envie qu'il disparaisse. Donc l'importance qu'on donne aux difficultés techniques change aussi du fait même du contexte climatique, quoi. Donc je crois que ça c'est une nouveauté, plus tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire les densités de gibier qui sont 10 fois plus élevées que dans les années 70, la pénibilité des travaux de plantation et la difficulté à recruter des jeunes dans les entreprises de travaux forestiers, tout ça, c'est des variables nouvelles qui ont complètement changé par rapport aux années 70, quoi. Donc il y a un vrai travail systémique à faire pour réussir ça. Et pour l'instant, ce qu'on entend dans les médias sur la libre évolution, la sylviculture proche de la nature, a plutôt tendance à freiner cet investissement systémique dans de nouvelles plantations, quoi. Il va falloir qu'on en reste là. Merci beaucoup.